Bonjour et merci Florent. Donc effectivement, aujourd'hui on va parler des angles morts quand on se lance dans un chantier de perf. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important la performance? Parce que ça va potentiellement provoquer des ralentissements de service, des erreurs, voire carrément une interruption de service. Donc ça va impacter directement vos utilisateurs. Et ensuite, la performance, l'effort à mettre dans ce chantier va dépendre de votre contexte, évidemment. Alors, ce que je vous propose de voir durant ces 30 minutes, c'est déjà définir ce qu'on veut tester, comment est-ce qu'on va s'organiser en tant qu'équipe pour y arriver. On va parler de jeux de données, d'outillage, un peu de méthodo. Et puis, en bonus, il y aura quelques petits tips de résolution pour la route. Donc moi, c'est Jennifer Pélisson. Et tout comme l'a dit Florent, donc je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet qu'on est en train de mener à la sécurité routière, dans lequel certains sujets autour de la performance ont été pas forcément anticipés, ou, voilà, qui nous ont fait un petit peu mal. Donc l'histoire, c'est celle-là. Les auto-écoles, elles forment leurs candidats au permis de conduire. Et une fois que le candidat est prêt, elles viennent sur notre plateforme pour réserver une place à l'examen du permis. La mise en ligne de ces places, elle se fait sur un créneau entre midi et 13h par un humain, donc ce n'est pas une heure hyper fixe. Les auto-écoles, elles sont un petit peu aux aguets. Et nous, on est dans un contexte où le nombre d'utilisateurs il va vraiment augmenter par vague tous les 3 mois. Donc on est vraiment dans une ouverture progressive du service. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va vouloir tester? Alors notre histoire personnelle à nous en tant qu'équipe, elle va commencer un beau mois de décembre. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'on a fait la première mise en service. Tout se passe bien, on délivre des fonctionnalités assez régulièrement, etc. Et là, on est enfin en train de profiter de 2 jours consacrés à l'innovation. Donc c'est chouette, on fait un petit peu autre chose que du fonctionnel, etc. Et donc ce jeudi 10 décembre 2020, que se passe-t-il? L'accident. Donc là, il y a nos utilisateurs qui nous appellent et qui nous disent que le site ne répond plus. Ah, effectivement. Donc on va voir ce qui se passe et en fait, on constate que la base de données, elle est tombée pendant environ 10-15 minutes. Donc là, on a un gros rappel à l'ordre de la production. Alors, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Ce que je vous disais un petit peu avec notre contexte, on est vraiment en phase de démarrage, on n'a pas encore beaucoup d'utilisateurs. Et pourtant. Donc voilà, on n'a pas priorisé ce sujet de perf. On ne surveille pas beaucoup la production à cette époque. On n'est pas encore dans cet automatisme et ce mécanisme. Et on a eu des petites lenteurs, donc des petits signaux faibles, mais pas assez de douleur pour réagir. Donc là, il est temps. Donc on va voir ce qui se passe. Et effectivement, on constate en production qu'il y en a une fonctionnalité qui nous fait mal, c'est le chargement de planning. Alors donc, le chargement de planning, c'est moi, en tant qu'auto-école, je viens sur le site et je charge toutes les places d'examen qu'on nous propose sur un centre d'examen donné. Donc, s'il y a 10 inspecteurs sur ce centre, ça fait 10, ça fait un planning x 10. Donc voilà, donc cette fonctionnalité, elle nous fait mal. Quand on va voir ce qui se passe, en fait, on constate qu'on a 500 utilisateurs et que sur 5 minutes, on s'est pris 9000 requêtes. Donc, on en déduit un scénario utilisateur, qui est que chaque utilisateur va nous appeler 18 fois pendant ces 5 minutes. Et ça, c'est un comportement qu'on n'avait pas anticipé. En fait, on n'y avait juste pas du tout pensé. Donc, c'est le fameux F5 que je rafraîchis jusqu'à ce que mes places arrivent. Voilà. Donc, on part de ce scénario. C'est vraiment le scénario qu'on constate en production. C'est celui-là qu'on va vouloir reproduire sur nos environnements de perf. Et nos attentes. Donc, quand on aura déployé sur la France, on s'attend à avoir 30 000 utilisateurs au total. Donc là, on est à 500 utilisateurs, c'est tombé. Je vous laisse faire un petit ratio. Voilà, donc on est un petit peu mal. Et nous, en tant qu'équipe, on se fixe comme critère de succès qu'on veut que le site réponde assez vite et qu'il n'y ait aucune erreur 500, parce que c'est notre fonctionnalité principale. C'est là que les auto-écoles nous attendent. Donc ça, c'est vraiment des critères que l'on se fixe nous en tant qu'équipe. Donc voilà, vraiment le premier point hyper important, c'est de définir un scénario qui soit représentatif de ce que vos utilisateurs font en production et se donner aussi une cible à atteindre et des critères de succès où on va valider, invalider que notre scénario est passant.
Et si votre produit n'est pas encore en production, eh ben, ce n'est pas grave. En fait, dans un premier temps, on fait des hypothèses et on itère dessus. En fait, dans tous les cas, il va falloir revenir sur ce scénario, il va falloir réajuster au fil du temps. Les utilisateurs vont changer de comportement. Nous, au tout début, on était plutôt à 25 chargements de planning. On est passé à 18, donc ça fait quand même 7 appels en moins par personne, ce n'est pas négligeable. Voilà, et puis ils ont l'habitude d'aller sur l'outil, etc. Donc les comportements changent, il va falloir réajuster. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on veut tester, comment est-ce qu'on s'organise, nous, en tant qu'équipe, pour se lancer dans ce chantier? Alors, je vous rappelle que nous, on était dans cette situation, ce fameux jeudi 10 décembre. Donc, la prod a brûlé. Pour la petite histoire, juste, on l'a résolu dans la journée. Voilà. Mais du coup, là, on s'organise vraiment pour ne plus que ça se reproduise. Du coup, on est un petit peu en mode urgence et on crée une équipe dédiée. Donc nous, pour le contexte, on est 4 équipes de 5 développeurs environ. Et du coup, à ce moment-là, on prend un développeur de chaque équipe. On en fait vraiment une équipe dédiée aux performances, donc des gens qui avaient envie de travailler sur ce sujet. Et on y va. C'est hyper chouette parce que du coup, l'équipe, elle est vraiment full-time sur ce sujet. Et c'est bien parce qu'au début, on a quand même pas mal de choses à mettre en place. Donc on est vraiment dédié à ce sujet. Et les gens commencent à devenir un petit peu, pas experts, mais voilà, commencent à prendre des habitudes et à avoir une expertise, en tout cas, sur ce sujet. Par contre, ce qui ne va pas dans cette organisation, c'est que si je fais vraiment une grosse caricature, c'est comme s'il y a une équipe qui s'occupe des performances et les autres équipes continuent à mettre en production peut-être des choses qui vont dégrader les perfs, si j'exagère, hein. Mais en fait, on a un petit peu cette transmission de connaissances, le fait que tout le monde se sente impliqué par ce sujet, qui est assez compliqué, comme dans toutes les équipes. À 30 développeurs, on ne peut pas être tous sur tous les sujets. Mais voilà, du coup, c'est quand même le point noir de cette organisation. Au bout de 4-5 mois, quand on a écrit nos premiers scénarios, nos premières fonctionnalités, on les a testés, on a commencé à résoudre des soucis. On décide que c'est le moment en fait, de diluer cette équipe et on revient un petit peu à un mode au fil de l'eau. Donc les développeurs repartent dans leurs équipes respectives. Et voilà, donc ça redevient l'affaire de tous, les perfs. Donc c'est bien parce que du coup tout le monde en prend conscience, toutes les équipes s'impliquent sur le sujet. Là encore, il y a forcément des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que le sujet des perfs va devenir un sujet comme un autre, c'est-à-dire qu'il va falloir le prioriser. Et du coup, si on n'a pas de souci à un instant T sur la perf, mais que par contre, à côté, on a plein de nouvelles fonctionnalités à développer, on peut vite se laisser embarquer et oublier ce sujet. Donc voilà, il faut rester vigilant. Et en plus, ce qui ne nous aide pas, c'est que quand même, autour des perfs, il y a beaucoup de flou. Il n'y a pas beaucoup de prédictibilité sur les solutions qu'on va essayer. Donc ça rend tout ce qui est un peu chiffrage, organisation, assez compliqué. Et ça, même encore au bout d'un an, même au bout d'un an, on tâtonne encore un peu sur le sujet. Donc voilà, nous, vraiment, on prend le sujet de plein fouet. Une solution possible, c'est d'intégrer les performances dès le démarrage de votre projet. Donc pas forcément d'y mettre une énergie conséquente, mais en tout cas que ça fasse partie de la réflexion, dans la conception, qu'on y pense, qu'on challenge avec le métier, etc. Et en fait, tout comme il y a des critères d'acceptance métier, il devrait aussi y avoir des critères d'acceptance sur de la perf. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, le chiffrage et le suivi, c'est assez complexe. Du coup, ici, pas de miracle, mais plutôt des idées. Nous, on a souvent raisonné en capacité à faire. Donc, vous pouvez faire en points ou en estimation, ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, le but, c'était de dire, voilà, sur chaque itération, on a X points, ou on a X ETP de dev qui sont consacrés à faire de la performance. On ne sait pas encore ce qu'on va y faire, on ne sait pas encore l'objectif qu'on va atteindre, mais en tout cas, c'est de la CAF ou des points qui sont réservés à ce sujet. Donc maintenant, on est prêt à pouvoir se lancer, on écrit notre scénario, etc. Et forcément, pour lancer ce scénario, il va nous falloir un jeu de données sur lequel s'appuyer. Nos jeux de données, à nous, elles proviennent de 2 endroits différents. On a des données qui sont copiées de la production. Donc là, c'est assez simple. On prend la production,
on copie-colle sur notre environnement de perf, on anonymise, bien sûr, au passage tout ce qui doit l'être, et on a nos données. Dans mon exemple, ça va correspondre par exemple à des référentiels. Par exemple, nous, on a pris une photo à un instant T de tous les centres d'examen en France. Donc voilà, on a pris une photo, on l'a mis sur notre environnement et ça nous sert. Et on a à côté de ça tout un tas de données qui sont générées, donc soit directement insérées en base de données. Donc là, ça va être par exemple nos comptes utilisateurs. On a créé X 1000 comptes utilisateurs, on les a insérés directement en base. Ou soit des données qui sont générées via les API. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, par exemple, nos places d'examen, vous m'entendrez aussi parler de créneaux d'examen, il y a une grappe d'objets en fait, en base de données assez complexe. Donc déjà, on n'a pas envie de se tromper. Et en plus, on avait déjà des API, juste pour notre application, qui nous faisaient tout le boulot. Donc autant les réutiliser. Et en fait, tout ça, le but, au final, c'est d'avoir des données qui soient cohérentes et représentatives de ce que vous avez ou de ce que vous attendez en production. Donc, de ce que vous avez si votre site il tourne à plein régime, on va dire, et de ce que vous attendez si, par exemple, comme dans notre cas, vous êtes vraiment en ouverture un peu progressive. Nous, on va se dire que pour nos 500 utilisateurs, on va vouloir générer 1000 places d'examen sur un mois donné. Demain, si je veux tester 5000 utilisateurs, alors il va falloir que je génère 10 000 places d'examen pour ces utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment en termes de volume. Il faut réfléchir à ce qu'on veut. Et aussi en termes de répartition de données. Donc là encore, pour l'exemple, nous, dans la vraie vie, 95% des examens, c'est du permis voiture et seulement 5% du permis moto. On va retrouver cette répartition de données dans notre base. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les données ne sont pas exactement les mêmes en base. Il y a des colonnes qui vont différer, etc. Et ensuite, et surtout aussi, parce qu'on a des règles métiers différentes en fonction des permis. Donc en fait, il faut qu'on retrouve de la cohérence dans ce qu'on veut tester. La donnée, ça prend du temps à construire. Donc encore une fois, si vous avez, entre guillemets, juste de la production à copier-coller, ça peut être rapide. Dans le cas contraire, il va falloir concevoir sa donnée, savoir ce qu'on veut obtenir, volume, répartition, ce qu'on a vu. Et puis, une fois qu'on a écrit les scripts qui vont appeler en boucle soit vos API, soit insérer en base, juste déjà le temps que ça s'exécute. Donc, vous avez beau appuyer sur un bouton, partir faire autre chose, n'empêche que vous n'allez pas pouvoir lancer votre tir avant que vos données soient en base. Donc, juste, ça prend du temps. La donnée, ça se périme. Nous, on joue avec un calendrier. Et du coup, les données de demain vont un jour devenir les données d'hier. Et donc, il faut y penser. Nous, au tout début, on n'y avait pas spécialement songé. Et du coup, on lance nos tirs. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est normal, en fait, il n'y a plus de données. Donc, voilà, donc il faut y penser. Et nous, par exemple, on a un mécanisme qui, tous les lundis, prend vraiment toutes les places d'examen qu'on propose. Et dans ces places, il y a tout bêtement une date. On prend ces dates, hop, on fait plus 7 jours. Et donc voilà, tous les lundis, du coup, on a nos données dans le futur. Donc c'est un petit exemple, il y a peut-être d'autres mécanismes, mais en tout cas, il faut y penser. Et la donnée, ça se remet à 0. Quand on fait des scénarios qui font que de la lecture, c'est assez simple. On peut lancer nos scénarios plein de fois et tout se passera bien, comme c'est le cas, par exemple, pour le planning. Mais dès lors qu'on va vouloir écrire en base de données, donc par exemple, on a un scénario qui fait que de la réservation. Donc là, vraiment, on va prendre une place et on va mettre un candidat dessus. Donc on va écrire en base. Si je lance une fois mon scénario, nickel. Si je veux relancer une deuxième fois, il va falloir que je remette à 0 mes données. Tout comme vos tests unitaires, qui se basent toujours sur le même jeu de données. Pour les performances, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc, à retenir, la donnée, ça prend du temps. Donc vraiment, allouer du temps pour concevoir, générer les données, c'est important et ça ne se fait pas tout seul. Nous, je crois qu'on a bien mis au moins 3 semaines à avoir un set de données correct pour lancer nos premiers tirs. La donnée, ça se périme. Donc voilà, mécanisme de translation de données. En tout cas, il faut y penser. Et la donnée, ça se remet à 0. Donc prévoyez des mécanismes de reset après les scénarios d'écriture.
Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut, on lance notre scénario, on joue notre scénario, et sur quoi on va le lancer? On va le lancer sur un environnement qui est dédié aux perfs. Pourquoi? Et pourquoi pas, par exemple, sur un environnement de test quelconque ou la pré-production ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, cet environnement, il peut être spécifique dans sa configuration. Je ne sais pas, vous pouvez avoir un nombre de machines différentes, une taille de machines différente. Bref, en tout cas, il peut être spécifique. Et nous, dans notre contexte, encore une fois, où on déploie vraiment au fur et à mesure, on n'a pas les mêmes... on n'a pas le même sizing tout simplement. Notre production, elle est sizée pour notre nombre d'utilisateurs actuels. Bon, un petit peu de marge quand même. Hein. Et par contre, notre environnement de perf, il teste les vagues qui vont arriver. Donc, on n'a pas les mêmes machines. Et ensuite, en fait, cet environnement, vous voulez qu'il soit isolé. Isolé du reste du monde, parce que quand vous êtes en train de faire votre tir de charge, vous n'avez pas envie que d'autres utilisateurs impactent vos tirs. Et inversement, en fait, vous, quand vous faites vos tirs de perf, en fait, vous pouvez faire tomber l'environnement. Donc, s'il est utilisé pour autre chose, c'est un peu dommage. Et ensuite, dernier point important, il faut que votre environnement soit sur l'infra-cible. Ouais, ça peut paraître évident. Nous, avec le télétravail, on avait un environnement sur AWS qui n'est pas notre infra-cible. Voilà, parce que tout simplement, l'environnement du ministère, on n'y a pas accès depuis chez nous. Du coup, cet environnement, il est très très bien en fait, pour faire tous nos tests. Vérifier que nos scénarios sont cohérents, font bien ce qu'on attend qu'ils fassent, vérifier que nos jeux de données soient OK. Bref, pour toute cette partie un peu de test, je vérifie que ça fonctionne. C'est très bien. Par contre, dès lors que vous allez vouloir vraiment chercher est-ce que je tiens, qu'est-ce qui va péter si je lance à 10 000 utilisateurs, ou bref, là, il faut se mettre sur l'infra-cible, parce que c'est l'infra de votre production, tout simplement. Hein. Et même si vous avez l'impression, en fait, que tout est bien configuré pareil, nous, on a des petites surprises, donc voilà, il faut faut tester sur l'infra sur laquelle est la production. Et ensuite, à côté de ça, il va vous falloir tout un tas d'outils pour comprendre et suivre ce qui se passe. Donc là, c'est un exemple avec Grafana où on voit que notre base de données, elle commence un peu à atteindre 75% de CPU, il y a du rouge, du orange, bref, des petits trucs qui nous disent que peut-être ça va mal se passer. En tout cas, il faut être en capacité de vérifier et d'analyser, enfin de voir que vos machines, elles sont opérationnelles, ou au contraire, que ça va mal se passer. Pareil, là, c'est un exemple avec Kibana, où on voit en fait que on a réussi à reproduire un petit peu le scénario qu'on voyait en production. Donc ça, on est content. On voit que le ratio, il fait à peu près ce qu'on veut. On voit les erreurs ou pas les erreurs. Hein, enfin voilà, où tout se passe bien. En tout cas, il faut être en capacité de savoir comment utiliser notre back-end et juste tout simplement de suivre ce qui se passe. Et dernier outil pour la base de données. Donc là encore. On ne voit plus. Mais là, c'est avec pgstat-statement, parce que nous, on a une base Postgre. Et donc voilà, en fait, il faut être en capacité de savoir ce qui est réellement exécuté sur votre base de données. Donc là, c'est deux vrais exemples qui sortent de nos scénarios. Donc en fait, on voit qu'on a une requête qui est très faiblement coûteuse, mais qui est appelée 14 millions de fois dans notre scénario. Et au contraire, une requête qui n'est pas appelée beaucoup de fois, mais qui est assez coûteuse. Et ça va nous donner en fait des informations pour savoir est-ce qu'on veut aller plutôt traiter l'une ou l'autre. Enfin voilà, juste ça nous donne des informations. Et à côté de ça, on a tout un tas d'outils pour nous, développeurs, hein, tout simplement. Donc là, c'est dans notre CI. On a plein de petits boutons partout donc, qui vont nous arrêter de démarrer les environnements AWS. Parce qu'il y a quand même plein de fois où l'environnement de perf n'est pas utilisé, donc autant l'éteindre, ça fera du budget en plus. Voilà, pour reconstruire tout ou partie de la donnée. On rappelle, le mécanisme de reset quand on fait des scénarios d'écriture. On peut choisir le scénario à lancer, on peut choisir la branche de test qu'on veut tester, paramétrer certaines variables. Hyper important, en fait, nous au début, vraiment au tout début, on fait notre premier test, on dit voilà, je vais injecter 1000 utilisateurs dans mon scénario. On lance, tout se passe bien. OK, je vais tester avec 3000 utilisateurs.
Hein, on reva dans le code, on modifie la variable, on repush. Bon, c'est un peu dommage. La CI nous permet de le faire, donc autant en profiter. Et dernière chose qu'on avait faite, en fait, quand on déploie une nouvelle version sur notre environnement de perf, de notre côté, on est aussi en monolithe. Et du coup, on déploie notre back-end, nos 3 fronts et notre infra. Et au final, on en a pour 20 minutes à déployer. On s'est quand même dit, c'est dommage, parce que 90% du temps, quand on va travailler sur un peu de la résolution, on va travailler que sur notre back-end, dans notre cas précis. Du coup, on s'est dit, c'est quand même dommage de tout déployer alors que nous, on veut juste le back-end. Donc voilà, du coup, on s'est créé un job juste pour déployer l'API et on est passé à un déploiement en 3 minutes. Donc autant vous dire que c'était le bonheur. Du coup, comment est-ce qu'on s'équipe pour tester ? J'ai envie de dire avec tout ce qui vous est nécessaire pour suivre ce qui se passe, pour comprendre et pour gagner du temps. Donc vraiment, à un moment donné, il va falloir ralentir pour mettre en place les outils et pour, du coup, justement, raccourcir la boucle de feedback après. Et en plus de ça, tous les outils que vous mettez sur la perf, donc ce qu'on a vu, Kibana, Grafana, en base de données, etc., c'est aussi les mêmes outils qui sont utilisés pour la production. Donc en fait, c'est juste du win-win des deux côtés. Et inversement, si vous avez des outils pour la production, ils vont aussi vous servir sur l'environnement de perf. Dernier angle mort, quelle méthode est-ce qu'on emploie pour ne pas se noyer ? Je vais peut-être dire un truc évident, mais en fait, si on ne sait pas où chercher, on ne va pas y arriver. Donc en fait, que ce soit la base, le réseau, les API, enfin bref, n'importe quoi, en fait, la première des étapes, c'est de mettre en évidence ce que vous voulez améliorer ou ce qui est cassant. Si votre base de données, comme nous, est tombée, c'est ça que vous allez aller voir. Bref, en tout cas, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut améliorer. Si on n'a rien à améliorer, arrêtez votre chantier de perf, tout va bien, et passez à autre chose. Et deuxièmement, et je pense que c'est le point le plus important, en tout cas celui sur lequel maintenant on est le plus intransigeant, nous, en tant qu'équipe, c'est qu'on traite vraiment les sujets un à un. Pourquoi ? Alors nous, ça a été un petit peu très humain dans notre équipe, de se dire, voilà, je veux améliorer cette API, et du coup, je vais tester, je vais modifier cette requête, ou je vais rajouter un index, bref. Donc je vais faire un changement côté back-end, et puis je vais rajouter une machine API. Trop bien, je déploie tout ça, on tire notre scénario, les résultats sont positifs. OK, mais du coup, qu'est-ce qui a permis d'avoir des meilleurs résultats ? Est-ce que c'est le changement de requête ou est-ce que c'est l'ajout d'une machine ? Et ça, on ne va pas forcément pouvoir y répondre simplement. Et nous, vraiment, dans tous les cas, je pense que ça ne nous est pas arrivé une fois, où on n'est pas du coup revenu au début, et on a appliqué les changements un à un pour voir lequel nous servait. Parce qu'en fait, si vous avez modifié votre requête, qui a fait toujours le même boulot, on va dire tant pis, si ça ne servait à rien, ça ne servait à rien, mais ça marche toujours. Par contre, si vous avez rajouté une machine API alors qu'elle ne vous sert à rien, c'est quand même dommage. Donc voilà, donc vraiment, allez-y step by step, c'est un conseil. Du coup, à retenir, et bien plus encore, parce que ce n'était pas dans les slides précédents, mais vraiment, du coup, allez-y petit pas par petit pas. C'est quoi ma limite ? Step 1. Après, on teste une solution. On la teste vraiment au plus rapide, on prend le raccourci. C'est juste pour valider ou invalider une hypothèse. Quand c'est validé, à ce moment-là, on fait la correction proprement, on livre et on recommence cette boucle autant de fois qu'on veut. Nous, ça nous est déjà arrivé aussi. On relance notre campagne de perf et on voit qu'il y a un scénario qui ne passe plus. Dommage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, quand on a fait un changement dans notre code applicatif, dans notre code de production, on n'a pas répercuté ce changement dans notre code de perf. Donc nous, on a 2 repositories différents, un pour la prod et un où il y a vraiment tous nos scénarios. Et en fait, je ne sais pas, ça nous est déjà arrivé de renommer une API et on ne l'a pas renommée dans notre scénario.
Donc le scénario appelle toujours l'ancienne API, qui n'existe plus, donc forcément ça tombe. Ou on a rajouté une donnée pour une règle métier, et on ne l'a pas rajoutée dans notre environnement de perf. Donc en fait, dès qu'on fait une nouvelle feature, il faut penser, dès qu'on démarre une nouvelle fonctionnalité, il faut aussi penser à se dire « Ok, c'est bien, je fais ma fonctionnalité pour la prod, pour mes utilisateurs, mais est-ce que ça a un impact sur mes perfs? Ou est-ce que je veux rajouter un scénario ?» Voilà, donc il faut y penser. Et puis, si on n'y pense pas avant, au moins pendant la phase de développement ou à la fin, on se repose cette question de savoir s'il n'y a pas quelque chose à aller modifier de l'autre côté. Et dernier cas, nous, on regarde la production régulièrement. Et il y a une fois où on constate que le CPU de la base, encore une fois, il a fait un petit x2 par rapport à avant. Rien de grave, on était passé de 10% à 20%, donc on était très très loin que tout se passe mal. Mais n'empêche que on l'a vu qu'en production. Et ça, c'est dommage. Et en fait, on a vu que ce changement cette augmentation de CPU, il s'est passé avec notre nouvelle MEP. Et effectivement, dans cette nouvelle mise en prod, on a rajouté un calcul fonctionnel assez complexe. Donc, on savait pourquoi, etc. Mais juste, dommage, on l'a vu en production. Alors que si on avait lancé nos tirs de perf avant la mise en service, on aurait pu le voir pendant juste ces tests de performance. Et on aurait pu juste prendre la décision de « OK, on va en production », puisqu'en fait, rien ne va tomber, tout va bien se passer. Mais en tout cas, on l'aurait su à ce moment-là. Et du coup, comme promis, pour finir, quelques petits tips de résolution pour la route. En base de données, cherchez les quick wins. Et par là, je veux dire les index. Du coup, à chaque fois qu'on commence une mission, etc., on se dit « Ah, t'as pensé aux index ?» Évidemment que non. Donc voilà. Donc on y pense, mais pas forcément. On va pas forcément. En fait, un index, il faut vraiment qu'il soit hyper précis en fonction de la requête précise qu'on veut optimiser. Donc il ne faut pas en rajouter juste 50 000. Voilà. Donc ça, c'est un vrai scénario, avant-après la pose d'un index. C'est d'ailleurs ça qui nous avait sauvé ce fameux mois de décembre en production, qui avait temporisé un petit peu le problème. Mais voilà. Pourquoi je dis que c'est un quick win? Parce qu'en général, un index, c'est assez facile à aller chercher lequel poser, et le tester, du coup, et le mettre en production. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Encore en base de données, allez voir ce qui est réellement exécuté en base. Et pour ça, on a des outils pour. Pourquoi? Parce que nous, et encore une fois, c'est un vrai cas. Donc, dans notre planning, on fait une requête. Alors certes, cette requête, elle est très très lourde, parce qu'en fait, elle va nous récupérer tous nos créneaux, plus potentiellement tous les examens qui sont déjà positionnés dessus, et ce, pour toute une semaine sur un centre. Donc elle va nous récupérer vraiment un tas de données. Donc on l'a écrit, on l'a testé directement dans notre base, et elle fait bien ce qu'on veut. On est content. On la met dans notre code, et en fait, cette requête, elle passe par un ORM. Et du coup, lui, il a décidé de ne pas la traiter comme vous l'avez écrite. Et du coup, il fait un peu sa vie. Et en fait, dans notre scénario, on s'attendait à ce qu'on ait 250 000 requêtes exécutées. Et lui, en fait, il nous a bien fait ces 250 000 requêtes, mais juste pour aller nous récupérer les identifiants des objets. Et après, unitairement, dans chaque table, il a été nous chercher l'objet complet. Donc en fait, il nous a rajouté 14 millions de requêtes. Ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, donc il faut savoir, on a les outils pour, il faut aller voir ce qui est exécuté réellement en base de données. Nous, c'est d'ailleurs sur ce sujet qui nous a fait gagner le plus en performance. On a réussi à faire à l'ORM ce qu'on vraiment voulait lui faire faire. Et en tout cas, il faut le savoir parce que ça peut ne pas être négligeable. Niveau applicatif, encore une fois, une grosse requête, plein de petites requêtes. Ça, je n'ai pas de réponse absolue, mais il faut tester. Limiter le nombre d'appels API. Donc, ça peut être du cache, ça peut être du debounce. Nous, dans notre cas, en fait, les auto-écoles, elles vont réserver des créneaux pendant 3 semaines, parce qu'en fait, la semaine courante, tout est déjà pris. Du coup, elle va utiliser son petit chevron pour passer de semaine en semaine. Et du coup, nous, au début, on faisait vraiment tous les appels de toutes ces semaines. Au final, l'utilisateur, lui, ce qu'il veut, c'est la dernière semaine.
Et du coup, en utilisant juste du debounce, donc le fait de dire que tu ne vas pas appeler à chaque fois Enfin, on va juste traiter la dernière requête qui est arrivée. On a divisé par 3 nos appels. Donc voilà, c'est les petits tips à penser. Et enfin, pensez à l'UI. Il n'y a rien de pire en tant qu'utilisateur de cliquer sur un bouton, que rien ne se passe, et du coup, je vais recliquer. Et ça, c'est humain, hein, tout le monde le fait. Du coup, ça vous fait plein d'appels, et en plus, ça frustre l'utilisateur. Donc, c'est perdant-perdant. Donc, un message d'information, un loader, enfin, voilà, ça sert toujours. Et enfin, la technique ne fait pas tout. Challenger avec le métier, dès la conception, ce qui peut faire mal à la perf. Voilà, il faut en parler, il faut que ce soit un sujet ouvert. Hein. Encore une fois, tout comme il y a des règles métiers, donc des textes d'acceptance sur des règles métiers, on devrait aussi en avoir sur la perf. Et après, en fait, si votre métier est compliqué, et nous, il y a des cas où c'était un peu ça, voilà, juste les règles métiers sont compliquées et on ne peut rien y faire, et bien peut-être que là, à ce moment-là, il va falloir revoir les critères de succès qu'on s'est donnés en tant qu'équipe. Et ce n'est pas grave, il faut juste que tout le monde soit OK avec ça. En conclusion, les performances, c'est important parce que ça va impacter vos utilisateurs directement et donc aussi l'image du site. Ça prend du temps, donc vraiment allouer de la capacité à traiter ce sujet, d'autant plus que c'est complexe à chiffrer, l'organisation n'est pas hyper rodée, donc voilà. Tester step by step, c'est important et ça se maintient. Enfin, donc le code de perf, ça se maintient et ça s'optimise. Donc il vous faut des outils. L'observabilité et le monitoring restent des éléments clés. Je vous remercie.